Le courriel est arrivé un mardi après-midi, présage numérique d'une tempête que je n'avais pas vue venir. L'expéditrice était ma tante Carol, et l'objet, ponctué d'un point d'exclamation écœurant, disait Contribution pour la fête prénatale de Jessica. Je l'ai ouvert, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Ce n'était pas une demande, c'était une facture en bonne et due forme de 2 750 $. Le PDF, orné d'une envolée de cubes de bébé pastel, listait mon nom à côté du poste. Contribution familiale obligatoire. Un paragraphe de suivi de ma tante développait l'importance des contributions familiales aux événements marquants de la vie, ces mots étant un chef-d'œuvre d'agressivité passive. L'ironie fut un choc physique, si stupéfiant et profondément blessant que j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché l'air des poumons. 6 mois plus tôt, à peine, ils m'avaient tous, mes parents, ma tante Carol, mon oncle et Jessica elle-même, unanimement laissé tomber le jour de mon mariage avec mon partenaire, Mark. Leur excuse avait été une urgence familiale, de dernière minute, un mensonge vague et transparent que j'avais avalé avec le goût amer de mes propres larmes, en ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Cette facture n'était pas seulement une demande d'argent, c'était une déclaration, un symbole flagrant et extraordinairement douloureux de mon statut de toujours au sein de la famille. L'éternel oublié, celle dont les jalons de vie étaient facultatifs. La blessure vive et non cicatrisée de leur abandon était ouverte à vif, mais cette fois, l'agonie familière était cautérisée par quelque chose de nouveau. La blessure se cristallisait, se durcissant en une rage froide et latente qui ressemblait moins à de la douleur qu'à du pouvoir. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. La facture était plus qu'une simple demande d'argent. C'était un catalyseur, un point de pression unique et vif qui a fait céder la digue retenant toute une vie d'affront. Un flot de souvenirs douloureux, les moments déterminants de mon existence au sein de la famille, est revenu en force, non pas comme un montage flou, mais avec la clarté saisissante de blessures fraîchement ouvertes. J'étais soudain redevenue une enfant, debout dans l'embrasure de la porte du salon, mon bulletin de notes parfait serré dans ma main, attendant des éloges qui n'allaient jamais au-delà d'un « c'est bien, ma chérie » superficiel. Sur le mur derrière la tête de mon père, une autre des peintures abstraites et maladroites de Jessica avait été accrochée dans un cadre neuf et orné, témoignage de la dévotion inébranlable de la famille pour son talent florissant. Ma passion pour le codage et la technologie, les mondes complexes que je construisais sur un écran, les problèmes complexes que je résolvais avec des lignes de poésie logique étaient toujours rejetés comme un passe-temps de geek, quelque chose que je faisais seule dans ma chambre. Elle n'était jamais célébrée, jamais comprise, et certainement jamais jugée digne des conversations haletantes à table qui disséquaient chaque nuance du tempérament artistique de Jessica. Elle était l'enfant chéri, l'âme sensible dont chaque caprice et impulsion créative était une affaire d'importance familiale, tandis que j'étais la fille fiable et pratique dont les réussites étaient aussi prévisibles et donc aussi inintéressantes que le lever du soleil. Les souvenirs s'empilaient, chacun étant une brique dans le mur qui s'était construit entre nous. J'avais 14 ans lorsque j'ai remporté le concours scientifique du district avec un projet de robotique dans lequel j'avais investi 6 mois de ma vie. Un bras robotique complexe capable de reproduire l'écriture humaine. Je me souviens du frisson de mon nom appelé, du poids de la médaille de la première place autour de mon cou, et de l'espoir désespéré que ceci, enfin, serait une réussite qu'il ne pourrait ignorer. Je les ai appelés depuis la cabine téléphonique du hall de l'école, ma voix tremblant d'excitation, seulement pour m'entendre dire qu'ils ne pourraient pas venir à la cérémonie de remise des prix ce soir-là. C'était bien sûr la soirée d'ouverture de la pièce de théâtre du lycée de Jessica, dans laquelle elle avait un rôle muet d'arbre. Il n'y avait aucune hésitation dans leur voix, aucun sentiment de conflit.
Sa présence silencieuse sur une scène était simplement, indiscutablement, plus importante que ma réussite tangible et primée. Je suis restée là, seule, sous les lumières fluorescentes du gymnase, à regarder d'autres familles étreindre leurs enfants. L'espace vide où ma propre famille aurait dû se trouver un vide froid et douloureux. Les vacances étaient une leçon magistrale de cette cruauté silencieuse. À Thanksgiving, lorsque mon oncle demandait inévitablement ce qu'il y avait de nouveau, je mentionnais la prestigieuse bourse d'études que j'avais obtenue pour l'université, une bourse complète qui ferait économiser une fortune à mes parents. Cela était accueilli par des hochements de tête polis et stériles, et un bref « Eh bien, c'est pratique ». Puis, la conversation pivotait, magnétiquement, vers Jessica, qui avait récemment décidé qu'elle entrait dans sa période bleue. Et la famille passait la demi-heure suivante à débattre sérieusement des implications psychologiques, les sourcils froncés d'inquiétude pour son esprit créatif délicat. C'était le schéma de rejet systémique et profondément ancré qui m'avait façonné. Ce n'était pas une cruauté manifeste. C'était une érosion silencieuse et constante de ma valeur. Ils m'avaient attribué le rôle de l'autosuffisante, celle qui n'avait pas besoin de leur attention ou de leur soutien, et ils avaient joué leur rôle à la perfection. La facture n'était que la scène finale d'une longue et tragique pièce, la confirmation ultime que ma seule valeur à leurs yeux était celle d'un personnage secondaire dans le grand drame de la vie de Jessica. De tous les souvenirs que cette facture a ravivés, le jour du mariage était le plus vif, une blessure qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. L'année qui l'a précédée avait été un tourbillon de préparatifs joyeux, une construction méticuleuse et aimante du jour parfait. Mark et moi avions choisi chaque détail avec soin, de l'auberge historique avec ses vastes jardins au quatuor à cordes qui jouerait pendant que je descendrais l'allée. J'y avais mis tout mon cœur, non seulement par amour pour Mark, mais aussi dans un espoir désespéré et profondément enfoui que cet événement, ce jalon indéniable de la vie adulte, consoliderait enfin ma place dans ma propre famille. Je les imaginais me voyant vraiment, comme une femme avec une vie et un amour propre, une partie permanente et précieuse du tissu familial. J'avais fait imprimer leurs noms sur d'élégants cartons de table, prêts à être placés à la table d'honneur, un symbole physique de la place que je leur réservais dans mon cœur et dans mon avenir. La matinée a commencé avec la lumière du soleil entrant à flot par la fenêtre de la suite nuptiale, un ciel parfait et sans nuages. Puis le téléphone a sonné. C'était tante Carol, sa voix tendue d'une fausse sympathie. Une affaire de famille soudaine était survenue, expliqua-t-elle vaguement, quelque chose qui exigeait toute leur attention. 1 heure plus tard, mon père a appelé, sa voix inconfortablement bourrue, faisant écho à la même excuse fragile et suspicieusement similaire. La terreur froide et lourde qui s'est installée au creux de mon estomac était une prémonition du coup final et écrasant. Cet appel est venu de ma mère. Il n'y avait aucune angoisse dans sa voix, aucun chagrin pour sa fille unique. Il y avait juste un ton plat, dédaigneux, presque désinvolte, comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste. « Oh, Sarah !» avait-elle soupiré. « Cette histoire de famille est un vrai bazar. Nous n'allons pas pouvoir venir. » Pas de véritable explication. Pas d'excuse sincère. Juste un simple et dévastateur effacement de mon jour le plus important. Je suis restée là, dans ma robe de dentelle ivoire, le téléphone toujours pressé contre mon oreille longtemps après qu'elle ait raccroché, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mark m'a trouvé quelques minutes plus tard, mon maquillage un désastre de larmes noires, et m'a maintenue entière par la seule force de son amour. Nous avons fait les choses machinalement. Nous avons descendu l'allée, l'odeur des lys et de l'eucalyptus remplissant l'air. Nous nous sommes tenus devant nos amis, notre vraie famille, et avons prononcé nos vœux. Mais chaque fois que je regardais les invités, mes yeux étaient attirés par la première rangée, par la mer de chaises vides qui nous dévisageait,
comme des plaies béantes. Elles étaient un témoignage silencieux et hurlant du choix de ma famille. Nous avons souri pour les photos, nous avons coupé le gâteau, nous avons eu notre première danse, mais une ombre de profond abandon a entaché chaque moment de joie. La vérité est arrivée une semaine plus tard, un dernier coup de poignard cruel, livré via l'éclat inconscient d'une publication sur les réseaux sociaux. Un cousin éloigné avait posté un album photo intitulé Week-end vinicole spontané. Ils étaient là, ma mère, mon père, tante Carole, mon oncle et Jessica, tous riants, leurs visages rougis par le soleil et le sauvignon blanc, les verres levés pour un toast. L'horodatage des photos a confirmé l'impensable. Leur urgence familiale soudaine était un festival de dégustation de vin. Ils n'avaient pas fait face à une crise. Ils étaient en vacances tranquilles et futiles. Ils avaient regardé les 2 invitations devant eux, la célébration méticuleusement planifiée et unique de l'amour de leur fille, et un week-end spontané de dégustation de chardonnay, et ils avaient choisi le vin. La douleur fraîche de la facture, superposée à l'agonie ressuscitée du mariage, a créé une réaction chimique volatile en moi. Les années d'acceptation silencieuse, de ravalement de ma peine pour maintenir la paix, se sont évaporées dans un éclair de clarté incandescente. Je ne resterai pas silencieuse cette fois. Mes doigts, fermes et délibérés, ont composé le numéro de tante Carole. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix sointant une douceur sirupeuse qui m'a hérissé les poils. Avant même que je puisse exposer mon propos, elle s'est lancée dans une tirade préventive, un chef-d'œuvre de manipulation et de détournement cognitif. C'était un monologue sur le caractère sacré du devoir familial, l'importance profonde de l'abnégation lors de la célébration d'une nouvelle vie, d'une nouvelle branche sur l'arbre généalogique. Elle a parlé de comment, dans des moments comme ceux-ci, nous devions tous nous serrer les coudes, et elle était si heureuse que je comprenne mon rôle. L'implication était claire. J'étais un rouage de la machine familiale, et ma fonction était de contribuer financièrement. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, j'ai parlé, ma voix basse et dépourvue de l'émotion qui bouillonnait dans mes entrailles. Tu m'as envoyé une facture de 2 750 $, ai-je déclaré, laissant le nombre flotter dans l'air. Après que vous, mes parents et ma propre cousine ayez manqué mon mariage. Le silence à l'autre bout du fil fut bref, mais je la sentais se ressaisir, changer de tactique. La douceur s'est aigrie en condescendance. Oh, Sarah, tu ne vas pas encore ressasser ça, n'est-ce pas? A-t-elle gloussé. C'était une situation complètement différente. Nous avions une affaire de famille à régler. Quand je lui ai rappelé que leur affaire de famille était un festival du vin, sa voix s'est durcie. Un mariage, c'est une fête, un choix. Un nouveau bébé, c'est un engagement, un avenir. Honnêtement, tes priorités semblent faussées si tu ne vois pas la différence. C'était le rejet ultime, une rétrogradation désinvolte du jour le plus important de ma vie à un simple rassemblement social. Elle me disait, sans équivoque, que mon mariage était un événement de moindre importance que la grossesse de Jessica. C'est à ce moment-là que le dernier fil d'espoir auquel je m'étais accrochée pour leur approbation s'est finalement rompu. J'ai senti un calme froid s'installer en moi alors qu'elle livrait sa dernière menace à peine voilée. C'est ta chance de montrer que tu fais partie de cette famille, Sarah. Si tu choisis de ne pas contribuer, ne sois pas surprise de te retrouver à l'écart. Nous n'aurons pas de place pour les gens si ingrats et égoïstes. Les mots étaient destinés à piquer, à déclencher ma peur de toujours d'être rejetée. Et ils ont piqué, mais pas de la manière dont elle l'entendait. Ce n'était pas une menace, c'était une clarification. L'appel était exaspérant, une parfaite encapsulation de leur dynamique toxique, mais c'était aussi un cadeau. Il a solidifié ma résolution
comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Alors que je terminais l'appel, le vieux schéma familier d'absorber la douleur, de remettre en question mes propres sentiments, de me demander comment je pourrais regagner leur faveur, avait disparu. Il était remplacé par une certitude tranquille et inébranlable. La ligne dans le sable avait été tracée, non par sa menace, mais par ma décision. Ma quête de leur approbation était officiellement, irrévocablement terminée. J'ai raccroché le téléphone, mais la conversation n'était pas terminée. C'était un écho vicieux dans le silence soudain de mon bureau, un cocktail toxique de rage et de chagrin qui bouillonnait dans mes entrailles. Les mots de ma tante rejouaient en boucle venimeuse. Une situation complètement différente. Tes priorités semblent faussées, ingrates et égoïstes. Chaque phrase était un nouveau coup sur une ecchymose vieille de plusieurs décennies, le genre de douleur profonde et interne qui ne guérit jamais complètement. L'injustice pure et stupéfiante de tout cela menaçait de m'engloutir. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'une colère brute et primitive qui semblait pouvoir alimenter une ville. Il ne s'agissait pas seulement d'une facture ou d'une fête manquée. Il s'agissait du trophée du concours de sciences que j'ai accepté seul dans un gymnase caverneux. Il s'agissait des bulletins de notes parfaits qui ont valu une tape distraite sur la tête. Il s'agissait de la mer de chaises vides à mon mariage. Un monument saisissant et public à ma propre insignifiance. Il s'agissait d'une vie passée à orbiter consciencieusement et silencieusement autour d'un soleil qui n'était jamais, jamais destiné à briller sur moi. La frustration était une présence physique, une oppression dans ma poitrine, un cri coincé dans ma gorge. J'ai arpenté la pièce, un animal en cage de ma propre fabrication, piégé pendant des années dans le même vieux cycle de performance, de supplication, de souffrance et de pardon. Et puis, alors que la tempête émotionnelle atteignait son zénith, que les vagues de fureur et de chagrin se brisaient contre les rives de ma conscience, quelque chose en moi ne s'est pas cassé. Ça s'est calmé. L'ouragan dans ma poitrine n'a pas disparu. Il s'est contracté, s'effondrant sur lui-même jusqu'à devenir un point d'énergie unique et dense. Les eaux troubles de ma confusion de toujours ont commencé à s'éclaircir, révélant la vérité fondamentale avec un calme nouveau et puissant. Pour la toute première fois, j'ai vu toute la dynamique avec une clarté absolue, dure comme le diamant. J'avais passé 32 ans dans une quête insensée. J'avais couru une course sans ligne d'arrivée, me produisant pour un public qui n'avait jamais pris la peine de lever les yeux vers la scène. Je mendiais des miettes de validation d'une famille dont la table était intentionnellement, délibérément vide quand il s'agissait de moi. Leur approbation n'était pas quelque chose que je pouvais gagner avec de meilleures notes, une plus grande réussite ou un mariage plus parfait. Elle n'a jamais été proposée. Les règles de leur jeu étaient conçues pour que je ne puisse jamais gagner, car mon rôle désigné était de continuer à essayer, de continuer à nourrir leur ego collectif avec mon désespoir silencieux. La prise de conscience profonde et bouleversante était que j'avais été celle qui leur donnait tout le pouvoir. Le désir de gagner leur amour, une douleur lancinante qui avait défini une si grande partie de ma vie, a soudainement disparu, cautérisée par la chaleur incandescente de cette nouvelle compréhension. À sa place a grandi une détermination d'acier, une résolution calme et froide qui était plus puissante que n'importe quel éclat de colère. Il ne s'agissait plus d'eux. Il ne s'agissait pas de les faire changer d'avis ou de leur faire voir ma valeur. Il s'agissait de moi, enfin et entièrement, la revendiquant pour moi-même. Ce n'était plus une supplique d'amour. C'était une déclaration de ma propre valeur, écrite dans une langue qu'ils n'auraient d'autre choix que de comprendre. Ce soir-là, le bourdonnement silencieux du réfrigérateur était le seul son dans notre appartement, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait encore rage en moi. Quand Marcus rentrait,
Il m'a trouvée assise à l'îlot de la cuisine, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable illuminant la facture de tante Carole. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, un masque de calme soigneusement construit qu'il pouvait percer à jour, et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je lui ai exposé toute la situation avec la précision froide d'une ingénieure en logiciel détaillant une défaillance de système. Je lui ai montré la facture, les cubes de bébé pastel se moquant de moi depuis l'écran. J'ai raconté l'appel téléphonique avec ma tante, citant ces mots dédaigneux mot pour mot. Une situation complètement différente. Tes priorités semblent faussées, ingrates et égoïstes. Pendant que je parlais, une rougeur sombre est montée au cou de Mark, son comportement habituellement décontracté remplacé par une fureur protectrice qui était un baume apaisant pour mon esprit blessé. Il a lu et relu le courriel, ses jointures blanches alors qu'il serrait le bord du comptoir. « Ce n'est pas juste une facture, Sarah, » dit-il, sa voix un grognement sourd. « C'est une note pour toute une vie de leur négligence. C'est une taxe pour ne pas être Jessica. » Sa colère, si pure et juste en mon nom, était la validation que j'avais désirée de ma famille pendant 32 ans. Il était mon roc, ma vraie famille, et dans ses yeux, j'ai vu ma propre valeur se refléter, intacte et absolue. Son soutien indéfectible m'a donné la dernière impulsion dont j'avais besoin. « Supprimons-la simplement, » dit-il finalement, sa voix s'adoucissant alors qu'il me serrait dans ses bras. « Bloque son numéro. Bloque-les tous. On en aura fini. On n'a pas besoin d'eux. » Il y a un an, il y a un mois, même ce matin-là, j'aurais été d'accord. Les couper de ma vie auraient semblé être la seule solution, mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi. « Non », ai-je dit, et le mot semblait solide, comme une pierre dans ma main. C'est ce qu'ils attendent de moi. Soit je paie et j'avale l'humiliation, soit je disparais. Les deux options les laissent gagner. Les deux options leur permettent de continuer leur récit selon lequel je suis la difficile, l'égoïste qui s'est juste éloignée. Je me suis reculée, le regardant, les rouages de mon esprit tournant, un nouveau type de logique s'installant. Ignorer cela est un geste passif. C'est un aveu de défaite. J'en ai fini d'être passive. J'ai fixé la facture à l'écran, ses colonnes nettes et son chiffre final en gras. Ils avaient essayé de quantifier mon obligation familiale. Ils avaient communiqué avec moi dans le langage des transactions, des coûts et des contributions. Et en tant qu'ingénieur en logiciel, en tant que personne qui construit des systèmes et analyse des données pour vivre, j'ai réalisé avec une clarté soudaine et surprenante que c'était une langue que je parlais bien mieux qu'eux. Une idée a commencé à se former, non pas née de l'émotion, mais d'une stratégie froide et claire. Je dois faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer, ai-je dit, une nouvelle énergie dans ma voix. Quelque chose qui parle leur langue. Les couper de ma vie est une réponse émotionnelle. Je dois leur donner une réponse basée sur les données. Un lent sourire s'est étendu sur le visage de Mark alors qu'il voyait le changement dans mes yeux. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. Je me suis retournée vers l'ordinateur portable. « Ils m'ont envoyé une facture » ai-je dit, mes doigts déjà planant au-dessus du clavier. Alors je vais leur en envoyer une en retour. Je ne vais pas écrire un courriel en colère rempli de mes sentiments. Je vais rédiger une réponse qui les forcera à affronter le coût réel et quantifiable de leur négligence. Je vais leur donner un bilan de notre relation, et ce sera une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. C'est ainsi. Ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur en logiciel m'avait formé à aborder le chaos avec logique, à trouver les bugs dans un système défaillant et à construire des solutions élégantes à partir d'un enchevêtrement de code. J'avais perfectionné mes compétences en recherche et en analyse de données, et maintenant, j'allais appliquer cette même approche méthodique au système dysfonctionnel de ma propre famille. Le projet a été baptisé Opération Fête prénatale
et mon objectif était de rassembler des données irréfutables. Ma colère n'était plus une rage chaude et aveuglante. Elle s'était refroidie en une énergie concentrée, le bourdonnement d'un serveur haute performance traitant une requête complexe. J'ai commencé ma reconnaissance numérique là où tous les drames familiaux modernes couvent, les réseaux sociaux. Ça n'a pas pris longtemps. Une seule publication dithyrambique d'une cousine éloignée m'a menée à l'invitation en ligne de l'événement, et la première preuve accablante s'est mise en place, le lieu. Ce n'était pas le sous-sol d'une église ou un jardin. C'était le conservatoire de l'Orchidée d'Argent, un jardin botanique opulent aux murs de verre, connu pour ses frais de réservation à 5 chiffres et sa liste d'attente de plusieurs mois. J'ai navigué jusqu'à leur site web, les photos soignées d'événements ensoleillés et incroyablement chics, contrastant vivement avec l'obscurité grandissante dans mon cœur. Leurs forfaits listés ont confirmé mes soupçons. Le coût de la location de l'espace pour un après-midi était plus élevé que le prix d'une demi-douzaine de vols aller-retour de leur ville à la mienne. À partir de là, les points de données ont commencé à se connecter. La section des commentaires de l'invitation était une mine d'or de tags de fournisseurs. J'ai découvert qu'ils avaient engagé Eleanor Vance Events, une organisatrice d'événements haut de gamme dont le portfolio témoignait d'un goût extravagant et de budget illimité. Le traiteur était assuré par Artisan Plates, une entreprise spécialisée dans les expériences culinaires organisées, ce que je savais être un euphémisme pour une nourriture coûtant plus cher par assiette que mon bouquet de mariage entier. À chaque clic, une image plus claire émergeait, un plan financier détaillé d'un événement conçu pour être un spectacle. La découverte finale, et la plus exaspérante, a été la liste de naissance publique de Jessica. C'était un monument au consumérisme, un sanctuaire numérique au sens des valeurs déformées de ma famille. J'ai parcouru la liste, ma mâchoire se crispant à chaque article absurdement cher. Un berceau intelligent à 1 200 $ qui promettait de bercer le bébé avec une précision pilotée par l'IA. Une poussette italienne de créateur qui coûtait plus cher que ma première voiture. Un hochet en argent sterling d'une bijouterie de luxe. Une garde-robe de grenouillère en cachemire biologique, chacune coûtant un chiffre à 3 chiffres. C'était un défilé sans fin de symboles de statues déguisées en nécessité pour bébé. L'ampleur pure et stupéfiante de tout cela, contrastée avec leur mépris total et absolu pour mon mariage, a été un coup physique. Ils ne pouvaient pas se donner la peine de prendre un vol de 2 heures pour assister à mes vœux de mariage, mais ils étaient plus que disposés à financer collectivement un meuble robotique de 1 200 $ pour un bébé qui n'était même pas encore né. J'ai méthodiquement pris des captures d'écran de tout. La page des tarifs du lieu, l'Instagram de l'organisatrice d'événements, la liste de naissance entière est ridicule. Chaque image était une pièce à conviction, un détail vérifiable qui formerait l'épine dorsale de ma réponse. Chaque découverte alimentait ma résolution, transformant mon plan d'un simple courriel réactif en une frappe chirurgicale proactive et fondée sur des preuves pour la justice. Il ne s'agissait plus de mes sentiments blessés. Il s'agissait de présenter un dossier si solide, si irréfutable, que même eux, dans leur aveuglement volontaire, seraient forcés de voir la vérité. Avec un dossier numérique débordant de captures d'écran et de liens, mes munitions, j'ai commencé à construire ma réponse. Ce n'allait pas être un courriel tapé à la hâte, un torrent d'émotions brutes qu'il pourrait facilement rejeter comme une explosion d'hystérie. Non, ce serait un document méticuleusement conçu, un chef-d'œuvre de précision froide et corporative. Ce serait mon chef-d'œuvre, un projet final dans un cursus que je n'avais pas réalisé suivre depuis 32 ans. J'ai ouvert un programme de conception et créé un nouveau document, un modèle de facture d'aspect professionnel qui reflétait celui orné de cubes pastels que ma tante m'avait envoyé.
Le nom de l'entreprise en haut n'était pas une entreprise, mais une déclaration. S. Davis, entité indépendante. La section Facturé A listait chacun d'eux par leur nom. Mes parents, mon oncle et ma tante, et ma cousine Jessica. Le numéro de facture était une chaîne de chiffres représentant la date de mon mariage. La date d'échéance était marquée immédiatement. Mais c'est dans les postes de la facture que mes années de rage réprimée ont été finalement, magnifiquement et logiquement quantifiées. La première ligne n'était pas pour une contribution à une fête prénatale. C'était pour un remboursement pour services et contributions non reconnus. La description était concise. Une vie de soutien émotionnel attendu, de réussite académique utilisée pour la vantardise familiale et d'obligations familiales constantes et à sens unique. Le montant était indiqué comme incalculable. Le poste suivant était plus concret. Remboursement partiel pour l'événement de mariage, 15-10-2024. Remise familiale appliquée. En dessous, j'ai listé une partie calculée du coût du lieu, du traiteur pour les 5 sièges vides à la table d'honneur, et des acomptes non remboursables qui avaient été basés sur leur présence. J'ai calculé le coût moyen d'un billet d'avion aller-retour de leur ville à la mienne, l'ai multiplié par 5 et l'ai listé comme frais de voyage perdus. Mais le poste qui m'a donné le plus de satisfaction était le dernier, frais de consultation. Travail émotionnel et analyse de données dans un système familial dysfonctionnel. Je l'ai tarifé à un taux horaire agressif, le multipliant par les heures que j'avais passées la semaine dernière seule à rassembler des preuves et à traiter le traumatisme de leur dernière demande. Le sous-total était un chiffre stupéfiant, un nombre qui faisait paraître leur mesquin 2750 $ comme de la menue monnaie. Mais je n'avais pas fini. La partie finale et la plus significative de mon plan était la pièce jointe. J'ai navigué vers mon portail de rémunération d'entreprise et j'ai téléchargé le relevé de ma dernière prime de performance trimestrielle. C'était un chiffre significatif, le résultat d'un projet épuisant, mais réussi que j'avais dirigé dans mon entreprise technologique, une récompense tangible pour les compétences et le dévouement qu'ils avaient toujours rejeté comme un passe-temps de geek. J'ai ouvert un éditeur de photos et j'ai soigneusement masqué les informations de mon compte personnel. Mais j'ai laissé le nom de l'entreprise, mon nom, et le chiffre final est glorieux en encre noire et grasse. C'était un chiffre qui non seulement éclipsait la facture de la fête prénatale, il l'anéantissait. C'était un nombre qui criait un succès qu'il n'avait jamais pris la peine de reconnaître, un niveau de réussite professionnelle qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. J'ai enregistré le document expurgé en PDF, son nom de fichier une déclaration simple et dévastatrice, preuve de valeur. Cette facture n'était pas une supplique pour être remboursée. C'était une démonstration. C'était une réfutation froide, dure, et basée sur les données de tout leur récit à mon sujet. C'était ma démission du rôle dans lequel ils m'avaient cantonné, et ma candidature pour un nouveau, une femme dont la valeur n'était pas négociable par eux. Avec la main de Mark posée sur mon épaule, une encre silencieuse et stable dans la tempête que j'étais sur le point de déchaîner, j'ai rédigé le courriel qui servirait de déclaration d'indépendance. Il n'y aurait aucune trace des larmes que j'avais versées, aucun écho de la rage qui m'avait alimentée. Le ton n'était pas émotionnel, c'était le langage froid, professionnel et absolument dévastateur d'une restructuration d'entreprise. L'objet était une réponse simple et stérile au message original de ma tante. Rue, contribution pour la fête prénatale de Jessica. Je l'ai adressé à tous, mes parents, ma tante, mon oncle et Jessica, m'assurant que personne ne pourrait plus tard prétendre à l'ignorance. L'ouverture était d'une politesse désarmante. Chère famille, commençait-il, merci pour la facture de 2750 $ reçue hier. Je vous écris pour refuser formellement ce paiement et pour solder nos comptes en suspens.
À partir de là, la politesse a pris fin, remplacée par un démantèlement systématique et fondé sur des preuves de toute notre relation. J'ai exposé l'historique de leur négligence avec la précision impartiale d'un mémoire juridique, citant des exemples spécifiques et irréfutables. J'ai fait référence au concours de sciences du district de ma première année de lycée, notant la date et l'événement conflictuel et non essentiel auquel ils avaient choisi d'assister à la place. J'ai mentionné les bourses d'études qui ont été accueillies avec une indifférence polie, tandis que les phases artistiques de Jessica étaient traitées comme des affaires de la plus haute importance familiale. J'ai détaillé la trahison ultime du jour de mon mariage, incluant la date, l'heure de leurs appels d'annulation suspicieusement coordonnés, et le nom du festival de dégustation de vin auquel ils ont assisté, un fait que j'ai énoncé sans accusation comme un simple point de données vérifiable. Chaque phrase était une brique soigneusement placée, construisant un mur de vérité inattaquable. Je suis ensuite passée à la partie financière de ma réponse. Dans l'esprit de régler toutes les dettes familiales, ai-je écrit, j'ai joint une facture de ma propre main pour votre examen, elle. Détaille un certain nombre de services non compensés et de divergences financières au fil des ans. Je considère cela comme un reflet plus précis du bilan de notre famille. J'ai joint la facture méticuleusement conçue, le PDF un témoignage silencieux du coût réel de leur négligence émotionnelle, puis le coup de grâce. De plus, ai-je continué, je comprends que ma contribution financière est d'une grande importance pour vous. À cette fin, j'ai également joint une copie expurgée d'une prime professionnelle récente. Je l'offre non pas comme une vantardise, mais comme un point de données pour clarifier que mon refus de payer n'est pas une question d'incapacité financière, mais une décision consciente et basée sur des valeurs. Le dernier paragraphe était mes nouvelles conditions d'engagement, une déclaration claire et inébranlable de ma nouvelle réalité. À l'avenir, ai-je écrit, je ne chercherai plus votre approbation ou votre validation. Toute relation future que nous pourrions avoir se fera selon mes conditions, sur une base de respect mutuel et de réciprocité. La dynamique du passé est par la présente dissoute. J'ai relu une dernière fois, mon cœur battant la chamade contre mes côtes, mais mes mains étaient instables. Mark a serré mon épaule. Prête? A-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration, une dernière expiration d'une vie de soumission, et mon doigt s'est déplacé vers le pavé tactile. J'ai cliqué sur Envoyer. Dans le silence stérile de notre appartement, le doux sifflement du courriel sortant était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. C'était le son de chaînes qui se brisent. C'était le son d'une porte qui claque sur le passé. C'était le son de ma propre liberté, sans phare. Ça n'a pas pris 1 heure. Ça a pris moins de 5 minutes. Le silence numérique qui a suivi mon courriel a été brisé par le bourdonnement frénétique de mon téléphone sur l'îlot de la cuisine. C'était une déclaration de guerre, répondue par un assaut immédiat et à grande échelle. Mon écran s'est allumé d'un barrage de notifications, une symphonie chaotique d'indignation et d'incrédulité. D'abord sont venus les textos de ma mère, une série de courtes et vives explosions de fureur en majuscules. Qu'as-tu fait? Suivi de Tu es profondément cruelle et ingrate, et enfin, tu as perdu la tête. Puis sont venus les messages vocaux. J'ai écouté les premières secondes de celui de ma tante Carole, sa voix un torrent aigu et strident d'incrédulité et de fureur. Comment as-tu pu nous faire ça? À Jessica? Après tout ce que nous avons fait pour toi? C'est dérangé, Sarah. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Le message de mon père était le suivant, son indignation fanfaronne habituelle amplifiée à un degré presque comique.
C'était moins une déclaration cohérente qu'une série de phrases bredouillantes et indignées. Arrogance incroyable. Nous jeter ton argent au visage, une chose profondément matérialiste et blessante à faire. Une notification sobre et impersonnelle m'a alors informée. Sarah Davis a été retirée de Plaisirs en famille. Je ne pouvais qu'imaginer la conversation de groupe, un enfer de vitriol numérique, mon nom traîné dans la boue, mes actions disséquées et condamnées. Le téléphone s'est tu un instant. Le silence soudain presque aussi assourdissant que l'assaut précédent. J'ai senti une vague de froid, isolement m'envahir, la conséquence prévisible mais toujours douloureuse de ma rébellion. Et puis, au milieu des décombres, un seul et discret ping. C'était un nouveau texto, d'un numéro que je n'ai pas immédiatement reconnu. C'était ma jeune cousine, Chloé, celle qui s'asseyait toujours tranquillement aux réunions de famille, observant tout. Le message ne contenait que 3 mots, suivis d'un petit emoji. « Vas-y, ma grande ». C'était une seule lueur dans l'obscurité suffocante. Ce n'était pas une déclaration de guerre ou une défense passionnée. C'était une reconnaissance discrète et privée de derrière les lignes ennemies. C'était une petite fissure dans le front monolithique de la famille, un signe que je n'étais pas entièrement seule dans mon évaluation de leur dynamique toxique. C'était la première et cruciale donnée externe qui suggérait que je n'étais pas, en fait, dérangée. J'étais juste la première à le dire à voix haute. Après l'explosion initiale de fureur, une autre sorte d'arme a été déployée, un silence assourdissant et stratégique. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté inerte, un rectangle noir et silencieux sur le comptoir. L'absence de textos et de messages vocaux en colère était, à sa manière, plus troublante que le barrage ne l'avait été. C'était une mise aux bonnes coordonnées, une confirmation silencieuse que j'avais été excommuniée avec succès. J'étais à la dérive, flottant dans un vide que j'avais moi-même créé, et tandis qu'une partie de moi ressentait la libération que j'avais cherchée, une autre, plus petite, ressentait la pointe froide et familière de l'isolement absolu. Alors, quand mon téléphone a finalement sonné le 4e jour, mon cœur a bondi dans ma gorge. Le nom sur l'écran n'était pas celui que j'attendais. Oncle David, le frère cadet de mon père. C'était le discret de la famille, un ingénieur comme moi, un homme qui observait généralement les théâtralités familiales d'une distance sûre et neutre. Je me suis préparée à un sermon plus calme, plus logique, mais tout aussi accablant. J'avais tort. J'ai répondu, ma voix un « Allô ?» hésitant. La sienne était basse et stable, dépourvue de l'hystérie ou de l'indignation des autres. « Sarah, c'est David. J'ai vu le courriel. » J'ai attendu, ma garde toujours levée. « Écoute, » a-t-il soupiré, et c'était un son lourd d'une lassitude qui semblait ancienne. « Je vais être honnête avec toi, j'ai été choquée. Une bombe nucléaire tactique, c'est ce que c'était. Mais... Et j'ai besoin que tu entendes ça. Je n'ai pas été surpris par la raison pour laquelle tu l'as fait. » Les mots flottaient dans l'air, et j'ai senti la première fissure dans mon armure de juste colère. « Nous n'avons jamais été justes avec toi, Sarah, » a-t-il poursuivi, sa voix teintée d'une honte que je n'avais jamais entendue de la part de personne dans ma famille auparavant. Pas une seule fois. Nous avons tous été tellement pris par le spectacle de Jessica depuis aussi longtemps que je me souvienne, et nous t'avons juste laissé te débrouiller. Nous t'avons laissé être la responsable, l'intelligente, celle qui n'avait besoin de rien de nous. C'était plus facile comme ça. Il a fait une pause, et je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration. J'en ai honte. J'ai honte d'être restée là à regarder ça se produire toutes ces années, même à ton mariage. Il n'y avait pas d'urgence familiale, Sarah. Nous le savons tous.
et j'ai suivi le mouvement. Pour cela, je suis vraiment désolée. C'était comme si un barrage se rompait en moi. La validation que j'avais passé ma vie entière à chercher, la simple reconnaissance de ma réalité, m'était offerte librement, sans que j'aie à me battre pour elle. Je ne pouvais pas parler, un nœud de 32 ans de larmes non versées se resserrant dans ma gorge. Je ne leur cherche pas d'excuses, dit-il, la voix ferme. Ton père est mon frère et je l'aime, mais il est aveugle. Ils le sont tous. Ce que tu as fait, c'est peut-être la seule chose qui pourrait jamais leur faire voir. Je ne sais pas si ça marchera, mais j'aimerais essayer de leur parler, d'agir comme médiateur, si tu y es ouverte. Sans pression. Juste une offre. C'était la première fois qu'un membre de ma famille prenait mon parti, qu'il choisissait ma vérité plutôt que leur confort. C'était un rameau d'olivier discret et inattendu, tendu dans le désert de notre relation. Et c'était le geste le plus profondément émouvant que j'ai jamais reçu. 2 jours après ma conversation avec oncle David, mon père a appelé. L'indignation fanfaronne de son message vocal avait disparu, remplacé par un ton vidé et confus que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Il avait l'air d'un homme qui avait perdu son chemin, dont la carte du monde venait soudainement d'être révélée comme une fiction. Il n'a pas commencé par une accusation, mais par un soupir blessé. « Ta mère est anéantie, Sarah, a-t-il dit, la voix rauque. Nous ne comprenons tout simplement pas d'où vient toute cette colère. Nous avons toujours essayé de faire ce qu'il y a de mieux. » J'ai écouté patiemment, laissant le silence planer dans l'air après qu'il ait fini. L'ancienne moi se serait précipitée pour le combler, pour apaiser sa confusion, pour prendre la responsabilité de ses sentiments. La nouvelle moi a attendu. Ce n'est pas seulement de la colère, papa, ai-je dit finalement, ma voix calme et égale, dépourvue de l'émotion qui m'avait autrefois gouvernée. Ce sont 32 années de données accumulées. La facture n'était que la dernière entrée dans le registre. Il semblait déconcerté par le terme. Des données? De quoi parles-tu? C'est la famille, pas un de tes projets informatiques. C'était sa première défense chancelante, une tentative de se replier sur le terrain familier du mépris de mon monde. Je ne l'ai pas laissé faire. Au concours de sciences du district en 2006, maman et toi êtes allés à la pièce de Jessica à la place, ai-je déclaré, non pas comme une accusation, mais comme un fait. Quand j'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université, nous avons passé le dîner de Thanksgiving à parler du nouveau cours de poterie de Jessica. Quand je me suis mariée, vous êtes allé à un festival du vin. Ce ne sont pas des sentiments, papa. Ce sont des points de données. Ce sont des actions qui ont créé un schéma, un système. Mon courriel n'était que l'analyse de ce système. Je pouvais presque l'entendre lutter pour traiter cela, pour l'intégrer à son récit. C'était un homme qui fonctionnait sur des émotions larges et non définies et des accords tacites. Ma logique était une langue étrangère pour lui. Et ce relevé de prême, balbutia-t-il, la honte dans sa voix palpable. C'était pourquoi? Pour nous faire nous sentir petits? Pour nous jeter ton argent au visage? Tu m'as envoyé une facture, ai-je répondu, ma voix toujours calme, toujours ferme. Vous avez fait de notre relation une question d'argent. Vous avez placé une valeur monétaire spécifique sur mon obligation familiale. J'ai simplement répondu avec un état financier plus complet. Il ne s'agissait pas de vous faire vous sentir petit, il s'agissait de vous faire voir une réalité que vous avez constamment ignorée. La ligne est devenue silencieuse. Ce n'était pas le silence hostile et punitif de ma mère ou de ma tante. C'était le silence vide et résonnant d'un homme sans réplique. Pour la première fois de sa vie, il était forcé de confronter son propre comportement, sans le tampon du consensus familial, sans ma mère et ma tante,
là pour former un cœur d'accord. Il était seul avec mes mots, et mes mots étaient soutenus par la vérité indéniable de ses propres actions. Quand il a finalement reparlé, sa voix était petite, presque un murmure. Je... Eh bien, je suppose que je ne voyais pas ça comme ça. Il s'est éclairci la gorge. Je suis désolée si tu as été blessé. C'était une excuse maladroite et inadéquate, la fausse excuse classique d'une personne pas encore prête à assumer pleinement ses responsabilités. Il était désolé pour mes sentiments, pas pour ses actions. Ce n'était pas suffisant. Mais alors que je me tenais là, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville, j'ai réalisé avec une clarté surprenante que pour la première fois, c'était un début. La conversation avec mon père a laissé un silence étrange et troublant dans son sillage. Ce n'était pas le silence hostile et punitif des premiers jours, mais quelque chose de plus complexe, le calme étrange de l'œil d'un ouragan. J'avais jeté une pierre dans l'étang placide et stagnant de notre famille, et maintenant, je ne pouvais qu'attendre et regarder les ondulations se propager. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone, qui était devenu un baromètre du climat émotionnel de la famille, a vibré avec un appel de l'oncle David. Sa voix était tendue, mais il y avait une nouvelle énergie résolue. « Le schisme est officiel, dit-il, sans préambule. Tu n'as pas seulement jeté une pierre, Sarah, tu as fait sauter le barrage. » Il a ensuite décrit une famille en état de guerre civile ouverte. Mon courriel, suivi de ses conversations et de celles de mon père, avait agi comme un détonateur, envoyant des ondes de choc à travers tout le réseau familial étendu. Le front autrefois solide et monolithique s'était brisé, et les factions creusaient leurs tranchées. D'un côté, il y avait les partisans de la ligne dure, ma tante Carole et ma mère. Selon David, elles étaient apoplectiques, redoublant d'efforts pour imposer leur récit avec la férocité d'un animal acculé. Je n'étais plus seulement ingrate ou égoïste. J'étais maintenant malveillante, calculatrice, et j'essayais activement de détruire la famille. Elle passait des coups de fil, tentant d'empoisonner le puits, présentant mon courriel basé sur les données comme une attaque froide, cruelle et matérialiste contre les fondements mêmes de la famille. Elles exigeaient une loyauté absolue, transformant cela en un jeu à somme